Les agriculteurs de Malcouria n'en démordent pas, ils exigent la cession gratuite des terrains agricoles. Ce matin, ils ont rencontré le service foncier, la direction de l'agriculture et celle de l'aménagement. Le barrage devant la mairie de Malcouria est maintenu. Après 8 années de travaux, le projet de rénovation urbaine du quartier Copaya est abouti. Le quartier a totalement changé de configuration avec un accès direct à la Matourienne, des habitats de type résidentiel et des équipements de proximité. Nous y reviendrons. Enfin, les élèves du lycée Max Joséphine ont réalisé un projet de création de magasin, une façon de travailler autrement. À suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Sachez que vous pouvez également nous suivre sur Facebook. À la une ce soir, les agriculteurs n'en démordent pas, je vous le disais. Ils ont continué leur manifestation et ils exigent la cession gratuite des terrains agricoles. La mairie de Malcouria avait obtenu ces terrains du CNES en 1996 pour la modique somme de 50 francs. Ce matin, ils ont rencontré le service foncier, la direction de l'agriculture et celle de l'aménagement. C'était à l'hôtel préfectoral. Les détails avec Christian Epailly, le président de la Fédération des exploitants agricoles, au micro de Galouassim. La seule avancée, c'est que nous avons eu une réunion ce matin qui est l'ensemble des services de l'État, donc à 9 h à l'ADL. On nous a demandé d'apporter des éléments complémentaires au dossier. Alors c'est un peu le monde à l'envers. Nous, on a une revendication, il y a un cahier des charges qui a été signé, un protocole d'accord qui a été signé. On connaît quand même très clairement notre position. Mais on a encore apporté des preuves qui imposent à la mairie certaines règles. Donc on a demandé encore ce matin que s'il y a eu des faux qui ont été faits lors de la signature de ce fameux bail entre le CNES et la mairie de Cayenne et les agriculteurs, je pense que les services de l'État sont chargés de mettre de l'ordre. Un agriculteur qui a travaillé sur sa parcelle, il devrait avoir la cession de cette parcelle. Le maire ne veut pas entendre pour le franc symbolique, on va dire pour l'euro symbolique. Parce qu'il a dit que ça n'existe pas, c'est interdit de donner un truc pour le franc symbolique. On va le demander un euro symbolique. Mais pour nous, il n'est pas question de payer les terrains pour les prix qu'il annonce actuellement. Je n'achète rien en mairie. On a donné les éléments au service de l'État. On a signé un protocole d'accord avec le préfet concernant la problématique de Malcouria. Donc on demande à la télé de faire la liaison avec la mairie. Et puis lorsqu'ils se sont mis d'accord avec le maire, à ce moment ils nous invitent pour finaliser un accord. Nous, on restera là. On nous demande de lever le barrage, de revenir mardi. Attendez, nous ne sommes pas, on ne va pas s'amuser, nous, on ne va pas partir avec les tracteurs gentiment et on va revenir mardi. Mais je pense qu'entre-temps, que la pelouse peut pousser entre-temps, en 48 heures, elle peut pousser. Parce qu'avec le purin, la végétation pousse relativement vite. Politique à présent, dans l'affaire de la contestation de l'élection du député Lénaïck Adam par son adversaire Davy Riman. Le Conseil constitutionnel étudiera ce recours le 4 décembre prochain. Davy Riman a été battu de 56 voix. Il conteste donc la validité de 1127 bulletins de vote. Dans le reste de l'actualité, un autre député qui fait parler de lui et qui fait l'actualité, Gabriel Serville, a interpellé la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sur le dossier Simco et la future position dominante de la Société nationale immobilière en matière de politique de logement social chez nous, ici en Guyane. C'était hier à l'occasion des discussions autour du vote du budget des Outre-mer. Voici son intervention. L'État a décidé de se désengager de la société immobilière de Kourou, la Simco, dont il est actuellement actionnaire majoritaire par le biais du Centre national d'études spatiales, en vendant au rabais ses parts à la Société nationale immobilière, la SNI, qui, en devenant également actionnaire majoritaire de la SIGI, prendra le contrôle de la politique du logement social en Guyane. Madame la ministre, vous le savez, les salariés, tout comme l'ensemble de la classe politique de Guyane, s'opposent à cette cession qui met dans les mains d'un opérateur privé les clés de la politique du logement social en Guyane, tout en éloignant encore et toujours plus le centre décisionnel qui se situera désormais à Paris. La collectivité territoriale de Guyane et la municipalité de Kourou ont formulé la volonté de s'allier afin de détenir la majorité du capital en acquérant les 3 % nécessaires pour être les actionnaires majoritaires. Cette demande, qui va dans le sens de l'intérêt des Guyanais, est pour l'instant restée lettre morte. Toutefois, à la lecture de la notification récemment publiée par l'autorité de la concurrence, il semblerait que les 6 000 logements de la Simco n'apparaissent plus aux côtés des parcs des 5 autres SIDOM concernés par le projet de transaction. Quand moi je suis arrivée au ministère de l'Outre-mer, j'ai donc demandé qu'on m'apporte toutes les explications sur le bien fondé de cette opération. J'ai souhaité
accentuer le travail d'écoute, qui pour moi n'avait pas été satisfaisant, et de négociation avec les différentes parties prenantes, afin de mesurer l'enjeu et de répondre aux préoccupations exprimées. Depuis, à ma demande, des garanties fondamentales ont été apportées aux salariés, aucun licenciement, maintien des acquis sociaux. Je souhaitais aussi que la SNI ait un véritable contrat de gouvernance et que les collectivités territoriales soient davantage entendues. Je suis convaincue désormais de ce projet qui va dans le bon sens, dans l'intérêt général, et je n'ai pas connaissance de la dernière partie de votre propos qui laisse penser que la Guyane serait hors projet aujourd'hui. Ce n'est pas les informations que j'ai. Si ça vous réjouissait, j'en suis désolée. Ce n'est pas mes informations. Je pense que le dispositif doit aller maintenant jusqu'au bout. Éducation à présent, 3 lycées devraient sortir de terre d'ici 2020. La confirmation en a été faite ce matin lors d'une conférence conjointe du rectorat et de la CTG. Chaque lycée devrait pouvoir accueillir au moins 600 élèves. Les détails avec le président de la CTG, il était au micro de Chrysler Phillips. Programmation totalement certaine avec calendrier à l'appui, lycée de Maripasoula, lycée de Makuria et cité scolaire sur Saint-Georges, c'est-à-dire un collège et un lycée. Acté avec maîtrise d'œuvre, avec plan concret pour le concours d'architecture début janvier 2019. Les collèges également sont largement partis. Collège 6 de Cayenne sur le Tigre, collège de Saint-Laurent du Maroni, collège de Montsinéry et collège de Talouenne aujourd'hui. Donc une réunion excellente avec des fiches pédagogiques réglées, terminées, les montages financiers également prêts, c'est-à-dire que nous devrions au plus tard mars-avril lancer les appels d'offres pour les travaux et faire la première pierre, on va dire, début juin 2018. Toujours en matière d'éducation, les élèves du lycée professionnel Max Joséphine ont réalisé un projet de création d'un magasin école au sein de l'établissement scolaire. L'objectif pédagogique de ce projet est de permettre aux élèves de travailler autrement et de leur proposer un enseignement par la pratique, plus par la pratique que par la théorie. Reportage de Chrysler Phillips. Au lycée Max Joséphine, un seul mot d'ordre, la responsabilisation des élèves. Avec la mise en place d'un magasin et d'une maison des lycéens, l'équipe pédagogique entend sensibiliser les jeunes lycéens aux responsabilités. Le magasin UPROMAX, inauguré ce jour au sein de l'établissement scolaire, se place dans une démarche de professionnalisation des élèves. On leur a demandé de mettre leurs idées à plat. On a vu avec eux justement le monde de l'entreprise, puisque ce projet fait appel à plusieurs disciplines, notamment l'économie droit. Chaque étape de création a été confiée aux lycéens qui ont ainsi pu passer de la théorie à la pratique, tout en améliorant la qualité de vie du lycée. On va vendre de vrais produits qui vont être accessibles à l'ensemble de la communauté éducative. Le magasin, la particularité, c'est qu'il est géré par les élèves, créé par les élèves, et donc toute la campagne de communication et de gestion se fait par les élèves. L'épanouissement des élèves de Max Joséphine est au cœur des préoccupations de l'équipe pédagogique qui a aussi inauguré ce jour la maison des lycéens. La maison des lycéens sert à être dans un espace de confort quand, par exemple, on n'a pas cours. On vient, on s'installe. La différence entre la maison des lycéens et la permanence, c'est qu'en permanence, en fait, on reste assis, on s'en révise nos cours, des fois on fait rien, on s'ennuie. Alors que dans la maison des lycéens, on a plusieurs activités à faire. Avec un espace beauté, musique, cinéma, jeux de société et restauration, gageant que tous les éléments soient réunis pour une complète réussite de ces élèves assez bien lotis. Je vous le disais en titre, après 8 années de travaux, le projet de rénovation urbaine du quartier Copaya est abouti. Le quartier a totalement changé de configuration avec un accès direct à la Matourienne, des habitats de type résidentiel et des équipements de proximité. Reportage de Gaël Wassim. C'est sous une chaleur écrasante que la nouvelle zone d'aménagement concerté de Copaya a été inaugurée ce matin par la municipalité de Matoury. Le maire de Matoury, avec le secrétaire général de la préfecture et le représentant de la CTG, étaient présents entre autres pour inaugurer le nouveau rond-point sur la Matourienne, la pose des premières pierres d'un groupe scolaire, d'un pôle enfance et la livraison d'une première tranche de logement dans ce quartier de Matoury rénové. Matoury est en plein boom démographique, comme depuis longtemps, et que ce projet-là ici, c'est un projet qui aboutit presque
dans sa réalisation, parce que c'est un projet de 8 ans que tout le monde attend, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la commune est en manque d'infrastructures eu égard au nombre d'habitants, à l'explosion démographique donc, à laquelle elle est confrontée. Notre territoire se doit de se munir d'infrastructures solides, d'infrastructures de proximité pour répondre aux besoins de la population. Un large soutien de la part des services de l'État qui ont conjointement participé à l'élaboration de ce projet attendu depuis de nombreuses années. Du financement, également un appui en matière d'urbanisme qui a été donné par les services de la DEAL qui sont venus en appui des services de Matoury. Également un fort appui aux différentes associations d'insertion qui sont intervenues là. Il y a eu un gros travail, 17 000 heures d'insertion. Donc l'État a répondu présent à ce défi, qui est un défi d'urbanisme, un défi essentiel pour Matoury, mais aussi un défi essentiel pour la Guyane, puisque Matoury est une commune très stratégique pour la Guyane. C'est en 2020 que la livraison totale de la ZAC de Copaya sera effective pour les services de la municipalité de Matoury. Et notre invité du jour est Steven Cusan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes le responsable du refuge Guyane. C'est donc un refuge qui s'occupe des jeunes, d'héberger les jeunes gays, lesbiennes et personnes transidentitaires en situation d'errance. Ça fait près d'1 an que vous êtes ici en Guyane. Racontez-nous un peu ce que vous faites dans cette association. Alors oui, effectivement. Donc on est installé officiellement depuis le 17 mars 2017, sachant qu'on a quand même travaillé sur le projet pendant 1 an avant. Donc depuis le début, on est une équipe d'une dizaine de bénévoles qui travaillent surtout sur des projets de sensibilisation. Donc on fait des sensibilisations en milieu scolaire, oui. De la communication. On va démarrer des formations des professionnels, notamment à la prison de Rémire si tout va bien. Et depuis quelques semaines, on se retrouve confronté à des demandes d'hébergement. On a commencé à héberger 2 jeunes et plusieurs d'autres demandes qui sont en attente de suivi, d'accompagnement et également d'écoute. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui parce qu'au bout de presque 1 an d'exercice, vous avez certaines difficultés de logement, ce que vous disiez tout à l'heure. À quoi c'est dû ? On se retrouve tout simplement dans l'impasse. On est une association, donc on a très peu de moyens. On est une association nationale, mais il y a une explosion de demandes partout au niveau national. Il faut comprendre que le refuge national, c'est 18% de jeunes hébergés en plus pour l'année 2016 par rapport à 2015. Il y a une augmentation de 26% également d'appels sur la ligne d'urgence, 126%, excusez-moi, en 2016. Là, nous sommes déjà à 26% pour ce mois-ci. C'est des chiffres guyanais? C'est des chiffres nationaux. Et alors, en Guyane? Pour la Guyane, donc oui. Justement, alors jusqu'ici, on n'avait pas eu de demande, puisqu'on s'occupait surtout de la sensibilisation, de la prévention. On n'avait pas beaucoup communiqué sur notre prise en charge d'hébergement. Oui. Et là, depuis le début octobre, on se retrouve avec 2 jeunes qu'on a dû prendre en charge immédiatement, des jeunes à héberger. Donc on a beaucoup de mal à trouver des locaux. On ne peut pas louer, nous, des locaux. Donc pour l'instant, le siège au national nous finance un appartement. Mais c'est quelque chose de très onéreux, parce que ça a été quelque chose qui a dû être trouvé tout de suite. Et on se retrouve donc confronté à ce problème où, par exemple, toutes les collectivités n'ont plus de logement. Que ce soit la mairie de Cayenne, on a rencontré Marie-Laure Finéra-Hort, ne peut nous proposer aucun logement. On n'a pas de bureau non plus pour faire les permanences d'accueil, ni les permanences d'ailleurs de jour pour les jeunes. Donc on se retrouve dans l'impasse où on commence à devoir héberger des jeunes, mais à côté, on n'a aucun local. Combien de jeunes vous avez aujourd'hui sous votre garde, là-bas, au refuge? Alors, on a 2 jeunes hébergés. Juste ensuite, 2 jeunes, il n'y a pas d'autres jeunes? C'est des jeunes qui sont hébergés. Après, effectivement, il y a d'autres jeunes qui demandent de l'hébergement. Ils ne sont pas en situation d'urgence immédiate et on n'a pas plus de moyens, justement, pour l'instant, donc on ne peut pas leur proposer de l'hébergement. Ensuite, on a 4 ou 5 jeunes qui demandent un suivi et un accompagnement sur la Guyane. Et on a plusieurs autres jeunes qui demandent aussi de l'écoute, simplement. Est-ce qu'on peut rappeler les circonstances de ces jeunes? Pourquoi est-ce qu'ils en viennent à avoir besoin des services du refuge ici en Guyane? Ce sont des jeunes qui sont en situation de détresse, qui ont été parfois mis à la porte de leurs parents parce qu'ils étaient homosexuels. On a un des jeunes qui a été foutu à la porte par ses parents car il était homosexuel, donc il s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain. On a un autre jeune qui a fui son pays d'origine parce qu'il subissait des persécutions dues à l'homosexualité. Il venait de quel pays? Je ne peux pas vous le dire puisque ce sont des... il venait d'Haïti, après je ne peux pas vous dire où sont situés les jeunes actuellement. Mais en Haïti, c'est un pays où il y a une forte répression des homosexuels illégalement. Il y a aussi des lois qui sont en train d'être votées, des lois homophobes.
Donc la situation en Haïti devient très très inquiétante sur ce sujet-là et il y a de plus en plus de jeunes haïtiens qui fuient Haïti à cause de leur homosexualité. Et aujourd'hui, hier plutôt, vous teniez une conférence de presse pour appeler l'opinion publique, les politiques également. Qu'est-ce que vous attendez exactement de l'État, des collectivités locales ici en Guyane? C'est un appel général à l'aide qu'on lance puisqu'on a besoin de tout. On est nouveau, on n'a aucun moyen, on n'a rien. On a seulement obtenu notre première subvention de 10 000 € sur 2 ans. C'est notre seul fonds, ce qui est rien, hein, c'est 5 000 € par an. Même pour un logement, ça ne suffit pas. Donc on lance vraiment un appel à l'aide d'une part au pouvoir public pour tout ce qui est financement, logement, des bureaux. On a besoin de bureaux, on a besoin de logements, on a besoin d'argent, on a besoin d'aide aussi humaine. Donc on a aussi besoin des citoyens, que ce soit sur les dons, les adhésions aussi. Ça peut être des dons financiers, des dons matériels. Des dons humains, puisqu'on a besoin de bénévoles. On a une toute petite équipe d'une dizaine de bénévoles, ça ne suffit pas, puisque ce n'est pas des salariés, ce sont des bénévoles, donc il y a très peu de temps. Donc on a vraiment besoin de tout. On a besoin de ces deux parties-là, et aussi de l'aide des entreprises. Ça peut être nous aider à avoir des meubles. Une entreprise peut nous financer des meubles, par exemple, pour pouvoir meubler, excusez-moi, le logement qu'on va bientôt trouver, etc., etc. Donc on a vraiment besoin de tout. Donc toutes les personnes peuvent nous contacter, peuvent contacter la ligne du refuge, peuvent nous contacter au 06 94 13 9000 ou par mail guyane@le-refuge.org. Comment est perçue l'homosexualité en ce moment? Il y a une dernière étude qui a été la seule, je pense, ici en Guyane, par Tamara Billon-Gaudertier récemment. C'est un médecin généraliste de Saint-Laurent-du-Maroni qui a constaté que 90% des 300 personnes qu'elle a interrogées, elles étaient âgées de 12 à 20 ans, ont considéré qu'en Guyane, ces 90% ont considéré qu'en Guyane, l'homosexualité n'était pas admise. Est-ce que vous constatez ça au quotidien? Oui, c'est ce qu'on constate au quotidien. Hein. L'homophobie déjà se banalise partout en France. En Guyane, elle est très présente puisque le sujet est très tabou. On avait fait une première étude aussi qui avait donné à peu près ces résultats. L'avantage de Tamara, c'est qu'elle a pu faire un questionnaire très complet et aussi sonder beaucoup plus de jeunes puisqu'elle a actuellement à peu près 600 réponses. Donc on attend les résultats. C'est pour sa thèse en médecine. Donc c'est pas pour tout de suite, il va falloir attendre encore quelques mois, mais on espère que ce sondage va nous aider. Il va sans doute nous aider. Merci Stéphane Cusan du Refuge d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, je vous propose de nous rendre chez nos voisins guadeloupéens dans la commune de Vieux-Habitants. Dans cette commune, il existe une association nommée Vert Vallée. Elle bénéficie de fonds européens pour financer des chantiers d'insertion sociale et professionnelle. Hier matin, il s'agissait de présenter celui consacré à la menuiserie traditionnelle. Découverte de cette activité avec notre journaliste Nathalie Dinan. Ces personnes participent à un chantier d'insertion sociale et professionnelle, un projet en menuiserie traditionnelle porté par l'association Vert Vallée qui s'inscrit dans une démarche innovante, appréciée par la Commission des fonds européens. Après 23 ans d'existence, Vert Vallée peine à mettre en place ces projets. Cette visite était importante pour nous, de montrer un peu ce que nous faisons à travers les différents chantiers que nous mettons en place, mais aussi de parler avec nos partenaires des difficultés que nous rencontrons sur la partie financement. On utilise du FSE et le FSE, il faut pratiquement préfinancer. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a une association en Guadeloupe qui a la capacité de pouvoir faire des préfinancements sur les projets. C'est difficile pour nous, on se bat tous les jours, on essaie de voir avec la banque, avec nos partenaires, mais c'est compliqué. La région est autorité de gestion des fonds européens. Le département porte les projets FSE Insertion comme ceux de Vert Vallée. Le problème pour ce genre de porteurs de projets, comme toute autre association d'insertion, c'est le préfinancement. Donc nous avons voulu justement aller sur le terrain aujourd'hui pour pouvoir montrer aux autres comment justement ces différentes structures rencontrent certes des difficultés mais utilisent des fonds. Nous avons comme compétence le développement économique, la formation professionnelle, le développement touristique. Donc notre objectif, nous, c'est de pouvoir accompagner ces structures-là. Donc maintenant, on les a écoutées et nous sommes à leur disposition pour les accompagner. Je prends note des difficultés que les autorités locales ont en ce qui concerne les préfinancements. Nous savons que c'est un problème qui existe partout. Nous réfléchissons en ce moment sur de la politique de cohésion. Nous sommes quasi garantis, c'est quasi garanti que les hommes vont pouvoir continuer de bénéficier de ces fonds, mais nous voudrions aussi simplifier et flexibiliser davantage la façon dont les fonds sont mis en œuvre.
Verte-Vallée est le deuxième plus gros employeur après la mairie à Vieux Habitants. Il ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour préfinancer comme l'exige le FSE et leurs activités commerciales ne couvrent pas les différents financements. Ils ont des idées, reste à les accompagner pour que perdure la cohésion sociale dans cette région. Retour en Guyane avec un mot de culture, avec le carnaval guyanais et le Touloulou du bal Paris masqué qui ont été inscrits tous deux au patrimoine culturel immatériel français. Il s'agit d'une première étape obligatoire avant l'inscription à l'échelle mondiale. Une victoire pour Monique Blérald, qui est membre de l'Observatoire régional du carnaval guyanais, créé il y a presque 3 ans maintenant. L'Observatoire poursuit sa démarche auprès de l'UNESCO, notamment afin d'inscrire le Touloulou au patrimoine culturel immatériel de toute l'humanité. Dans le reste de l'actualité et pour clore ce journal, aujourd'hui, c'était le premier jour du marché rural de Montsinéry sur la place des Fêtes. Les habitants pourront désormais se fournir au plus près de chez eux au lieu de se rendre à Kourou ou à Makouria pour faire leurs courses. Pour autant, c'était une timide ouverture cet après-midi avec tout juste une dizaine d'exposants. Reportage de Stéphane Gauvin. Les habitants de Montsinéry sont venus à la rencontre des exposants. Le marché de Montsinéry démarre doucement, mais pour certains, cela reste une occasion de sortir des habitudes et du quotidien. La commune de Montsinéry entend dynamiser son bourg, mais pour l'instant, le marché aura lieu tous les 15 jours. Un marché qui, malgré tout, attire quelques curieux. Oui, ça porte un plus parce que, bon, il y a le poisson et puis il y a les marchands qui sont là, mais pour moi c'est un plus. C'est ma cousine qui m'avait proposé, elle avait eu vent de cet événement. Donc on avait reçu les affiches qui vantaient donc la vente des produits locaux. Donc on s'est dit pourquoi pas, on était disponible l'après-midi, on s'est dit pourquoi pas, on a voulu venir et puis on est là maintenant. C'est une manière de promouvoir un petit peu ce qu'il y a ici. Et jusqu'à présent, bon, ça démarre doucement, mais pour l'instant, on n'est pas trop déçus, ça va. Commune Montsinéry, une commune agricole. Moi-même, je dis c'est agriculteur, il y a ça pour y faire. Fait moun vini pour y gagner acheter bon produit parce que tout le monde savait à Montsinéry un produit qui bio. Tant pour y aller jusqu'à ioniser l'essence, vous comprenez ça dire. Nous commençons à marcher à jour là, mais moi je pour marcher nous faisons tous les 8 jours. Parce que nous ne pouvons pas faire marcher à tous les 15 jours. Parce que par exemple, je acheter mon bakov, à part 15 jours après je acheter bakov. Tous les 8 jours, je fais mon petit bakov, je fais mon dessert, je fais mon bagage, vous comprenez ça dire. Une initiative qui Et puis cette information de dernière minute, le nouveau maire de la commune de Mana, Albéric Binte, élu au 3e tour face à Rosange Firmin, 16 voix contre 13. Un conseil municipal extraordinaire qui s'achève en ce moment même. C'est la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. Les agriculteurs de Makouria n'en démordent pas. Ils exigent la cession gratuite des terrains agricoles. Ce matin, ils sont rencontrés le service foncier, la direction de l'agriculture et celle de l'aménagement. Le barrage devant la mairie de Makouria est quant à lui maintenu. Après 8 années de travaux, le projet de rénovation urbaine du quartier Copaya est abouti. Le quartier a totalement changé de configuration avec un accès direct à la Matourienne, les habitats de type résidentiel et des équipements de proximité. Enfin, les élèves du lycée professionnel Max Joséphine ont réalisé un projet de création d'un magasin-école au sein de l'établissement scolaire. L'objectif pédagogique de ce projet est de permettre aux élèves de travailler autrement. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants, juste quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de nos programmes.